La Cité européenne des scénaristes présente... C'est hyper agréable d'être le porte-parole à la fois de ton auteur et du diffuseur. Et c'est vrai qu'on fait la jonction entre les deux. On s'imagine un peu en gardien du temple vis-à-vis de l'un et de l'autre. Et c'est assainir ces relations, préserver le projet et en même temps préserver l'adaptabilité au marché. Les directeurs littéraires et le scénario. Salut, c'est Baptiste Rambaud. Un dimanche sur 4, j'ai le plaisir de discuter avec ceux pour qui le scénario est un outil de travail. Qu'ils soient techniciens ou employés de bureau, qu'ils interviennent en pré-prod, en prod ou en post-prod, à chaque métier son rapport particulier au texte. Je dirais surtout pour les jeunes scénaristes, pas de syndrome de l'imposteur. Il faut se lancer, il faut pas avoir peur d'aller défendre une idée, d'aller rencontrer les gens, c'est comme ça que ça vient en fait. Leur métier, développer des séries et unitaires de fiction chez des boîtes de prod. Dans ce 20e numéro de l'émission, la parole est aux directrices et directeurs littéraires, aussi appelés DIRLIT. À eux 5, mes invités du jour travaillent pour les sociétés auxquelles on doit les séries Les Bracelets Rouges, Les Revenants, Les Sauvages, The Young Pope, Cowboy Kitchen, Vision, César Wagner ou encore No Man's Land. Quel est leur rapport au scénario ? Je les laisse se présenter et vous souhaite une bonne écoute en leur compagnie. Cette émission a été enregistrée en mai 2023. Bonjour, moi je m'appelle Camille Pigné. Avant d'être directrice littéraire, j'ai fait la Cité des scénaristes. Et juste derrière, j'ai été embauchée chez Vema Productions, où je travaille depuis 8 mois, principalement sur la série Les Bracelets Rouges, la 5e saison qui est en cours d'écriture. Bonjour, je m'appelle Mélissa Msalmi, je suis directrice littéraire chez Hanoï Productions, qui est une filiale d'Incognita. J'y suis depuis 2020, donc ça va bientôt faire 3 ans. Et je travaille à la fois sur les projets qui sont sous convention et les projets en développement. Ok, en convention sont déjà signés avec les diffuseurs. Ouais, tout à fait. Bonjour, moi je m'appelle Clé Olivier, je suis directrice littéraire depuis 2 ans. J'ai travaillé chez Incognita, j'ai été aussi lectrice pour les films du kiosque. Je suis passée aussi brièvement chez Slash et avant ça j'ai fait des études de lettres et de cinéma. Bonjour, moi je suis Alice Delcourt de chez Scarlett Productions. Je suis directrice littéraire là-bas depuis novembre. Donc assez récent. Avant ça, je suis passée chez Empreinte Digitale et aussi chez Arte et brièvement chez France Inter. En DIRLIT à chaque fois ou... Non, à des postes différents, quelle est de la coordination d'écriture, à responsable de dev, Chez Arte, j'étais l'assistante de l'unité fiction. Bonjour, Clarence de Fontenay, je suis directeur littéraire et chargé de développement chez Houécourt depuis 7 ans, je pense. Et avant, je faisais du droit, donc vraiment rien à voir. Quel est le rôle, vous diriez, du directeur littéraire ou de la directrice littéraire, en quelques mots ? Chez Houécourt, qui est une structure qui est relativement petite, je suis chargé de développement et directeur littéraire, donc c'est vraiment, j'interviens à toutes les étapes de la série, donc c'est à la fois de la recherche de nouveaux projets, de l'accueil de nouveaux projets. Ensuite, en équipe, on analyse et on décide les projets qu'on a envie de développer, dont on pense qu'on peut réussir à les transformer en série. Ensuite, c'est développer le projet avec un auteur, le vendre en chaîne. Ensuite, travailler sur les scripts avec les auteurs. Ensuite, c'est le travail sur la production artistique, donc la recherche de réalisateurs, acteurs, etc. Ensuite, on intervient un peu moins forcément, parce que nous, on est plus sur le script, on intervient un peu moins sur le tournage. Et ensuite, moi, je retravaille sur les rushs sur lesquels on fait des retours. Là, en ce moment, c'est des notes de montage sur des séries qu'on a fini de tourner. Voilà. Les autres, est-ce que c'est pareil ? Est-ce que c'est un peu plus ciblé comme tâche ? Pour moi, actuellement, je dirais que c'est un peu plus ciblé parce qu'il y a une saison 5 d'une série qui s'écrit et que je suis amenée à la suivre avec la productrice. Mais après, c'est exactement les mêmes choses. Bon, après, moi, je suis chez Media One comme Alice et du coup, on a un service qui fait de la veille et qui nous présente les pitchs de tout ce qui va sortir et qui pourrait nous intéresser à lire. Donc, on nous mâche un peu le boulot. Okay. Mais quand même, il y a ça, il y a voir ce que font nos collègues, sonder un peu les sujets qui sont en vogue ou déjà dépassés ou à venir. Enfin, c'est un peu un travail de médium sur ça, je dirais. Enfin, il y a un truc, on doit sentir un peu ce qui est dans l'air du temps et se renseigner, voir, lire. J'ajouterais juste que du coup pour la recherche de projets, la veille, il y a aussi beaucoup de rendez-vous avec les diffuseurs pour vraiment mieux comprendre leur ligne éditoriale, leurs besoins à un certain moment, ce qui permet de nourrir aussi nos recherches, d'axer aussi parfois nos recherches pour un diffuseur en particulier. Et ça permet d'anticiper par la suite après des demandes. Et du coup, c'est des retours qui sont précieux pour les projets qu'on développe donc très en amont, donc avant de les présenter même aux diffuseurs avec la productrice avec qui je travaille. Forcément, on travaille sur des projets qui doivent se faire
idéalement. Il y en a beaucoup qui se font pas, mais c'est vrai qu'on est obligé d'être toujours connecté au marché. Pour rebondir sur ce qui a été dit sur aussi cette démarche de veille, c'est aussi une veille de talent. C'est un métier qui est très porté sur le relationnel, donc à la fois sur les diffuseurs, mais aussi sur les scénaristes, qui sont, si je puis dire, notre matière première. On se doit de se tenir au courant des scénaristes qui seront diplômés, par exemple, de la FEMIS, de la Cité du CEA, il faut les rencontrer. Il faut aussi aller voir les agents qui, eux, connaissent très bien leur talent et qui pourront nous mettre en contact avec ces scénaristes. Donc voilà, on est dans le bureau, on lit des textes, mais on sort aussi du bureau pour aller rencontrer des gens. Ça, c'est important. Ok. Le dernier truc que je rajouterais, c'est on est vraiment quand même dans une position où on est quand même la première vague d'accueil. Alors oui, on est des têtes chercheuses, mais aussi on est les premiers référents. Quand quelqu'un a quelque chose à faire lire, a une idée, quand un scénariste vient nous voir, quand on aborde un talent, ou même quand on va voir un diffuseur pour chercher des idées. Donc il y a cette partie relationnelle, mais il y a aussi ce pas en arrière qu'on doit réussir à prendre de temps en temps pour avoir un œil global, agréger toutes ces informations et se dire vers quoi moi j'ai envie d'aller, qu'est-ce que moi je pense qui est intéressant de raconter comme histoire. Et c'est toute cette difficulté de à la fois être extrêmement sollicité et constamment essayer d'aller voir plus loin et d'avoir un peu de recul sur tout ce qu'on peut raconter, quelles histoires n'ont pas encore été dites. Ça, c'est vraiment peut-être un travail dur parce qu'en fait, on doit prendre ce temps-là. Mais je pense que c'est aussi ça le kiff dans nos métiers. Oui, c'est aussi une question de conviction, d'avis personnel, de goût. Je pense qu'on fait un travail qui est assez créatif et qui exige beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Donc, il faut croire en les projets qu'on repère. Tu as dit que vous étiez la porte d'entrée sur la prod. Donc par rapport aux autres métiers, comment vous vous différencieriez du métier de coordination d'écriture, du métier de chargé de développement? Quelle est la poste de Dirlit, on va dire, comparativement aux autres métiers? Je dirais qu'un chargé de développement, par exemple, il va prendre le projet quand il est signé. Ouais. Que nous, on peut totalement être amené à lire des projets. En fait, c'est nous qui recevons les projets, qui les lisons, qui les défendons auprès, enfin en tout cas pour ma part, auprès du producteur. Okay. Et dire voilà ce que disait Alice, pourquoi on y croit, pourquoi on a envie de raconter cette histoire. Il y a un travail de défense d'un projet, chose que pour les chargés de développement, ils vont tout de suite prendre en cours. Alors c'est vrai que la différence est assez opaque. Alors moi, j'avais entendu l'inverse justement. J'avais entendu que le chargé de dev, lui, il s'occupait pas des textes en écriture. Il était vraiment la tête chercheuse, celui qui faisait de la veille, qui lisait les bouquins, qui allait défricher un petit peu tout le marché, toute l'offre, et qui allait ensuite proposer ses trouvailles à son Dirlit ou à son producteur. Donc voilà, il y a un peu de tout et n'importe quoi. Et ça dépend de la structure où vous êtes finalement. Ouais. Donc ce qu'on est en train de dire autour de cette table, c'est qu'on ne sait pas. On ne sait pas. C'est un profil un peu plus junior en général, le chargé de dev. On commence chargé de dev et ensuite on passe Dirlit. C'est ça la vérité en fait. C'est une question d'expérience aussi, ouais. Ouais, les missions sont assez similaires. Je pense peut-être juste la direction littéraire, on a cette stature hiérarchique qui est un truc de l'ordre de la posture, parce qu'il y a des chargés de dev qui font peut-être la même chose dans des boîtes, où c'est surtout pour moi des pratiques de producteurs en fait. Il y a des producteurs qui se disent qu'ils ont besoin de Dirlit, il y a des producteurs qui préfèrent se dire j'ai un chargé de dev, et ça dépend en fait peut-être de l'espace que le producteur a envie de laisser à la personne avec laquelle elle travaille. Okay. Mais les missions sont quand même très similaires. Comment vous êtes devenu Dirlit, et est-ce que vous êtes ou vous voulez devenir scénariste à côté? Pour ma part, je suis scénariste et j'ai une série en convention chez Slash actuellement, avec une équipe de la Cité, justement. Donc, c'était via mon côté scénariste, mais avec une appétence pour tout ce qui était un peu commercial aussi, pour la veille, pour les rencontres, pour défendre des projets qui sont pas du tout les miens. J'avais vraiment envie de faire ça et pour moi, je le dissocie totalement. Enfin, si je faisais ça pour être scénariste, je me dis que j'aurais une forme de frustration. Des fois, enfin, on a un projet en face, on se dit j'aimerais bien faire ça dessus. Enfin, mais on n'y touche pas en fait, nous. Donc là où ça pourrait m'aider en tant que scénariste, c'est que je lis tellement de dossiers qu'à force, je me dis les grosses erreurs à éviter, je vais essayer de pas le faire. Quoi. Ouais, je vois. Là où ça fait un peu, pour moi, vase communicant, c'est quand un auteur arrive avec un projet et qu'on doit lui faire des retours, j'arrive à être empathique mais les autres aussi, j'imagine. Après, c'est d'en avoir reçu. Ouais, et il y a un truc où physiquement, on est dans un état particulier quand on reçoit des retours en tant que scénariste. Je sais pas si les producteurs l'anticipent toujours. Et du coup, j'essaie d'avoir les phrases qui rassurent en disant je comprends, sans me mettre à leur place. Mais donc ça m'aide. Ça crée un bon truc d'empathie et de solidarité entre nous, notamment là sur des saisons qui s'écrivent où on se comprend bien. Moi, j'ai d'abord eu des expériences en chaîne où, en fait, on touchait l'édito, mais de l'autre côté. Et on était dans cette position où on recevait plein de projets et on devait les analyser et décider un peu vers quoi on allait et porter la ligne éditoriale de la chaîne. Et en fait, après, ça s'est plus fait par la prod, effectivement, sur des postes de chargé de dev. Et ensuite, j'ai fait la coordination d'écriture, ce qui m'a donné des réflexes de
Je comprends ce que t'exprimais parce qu'il y a ce côté où on a vu des scénaristes travailler, on les a vus en room suer sur la façon de porter et de construire un projet. Donc moi, ça m'a donné des clés aussi pour communiquer avec eux quand je leur fais des retours, quand moi-même je dois les aider à retravailler un projet. Pour le coup, je sais pas si j'ai envie de devenir scénariste. J'ai l'impression que c'est un peu la dichotomie des dear leads de est-ce que tu veux devenir prod ou est-ce que tu veux devenir scénariste. J'arrive pas à répondre à cette question parce que pour l'instant, moi, je kiffe être dans cet entre-deux. Moi, en fait, j'avais fait des études de cinéma et à la base, je m'étais plutôt orientée vers le montage que j'avais adoré. J'avais beaucoup aimé tout l'aspect narratif du montage, moins l'aspect technique de dérochage, etc. Du coup, je cherchais à me réorienter toujours dans le cinéma et la télé. Et je me suis dit qu'en fait, le scénario finalement reprenait énormément des choses que j'avais appréciées dans le montage pour la construction d'une histoire, etc. Donc je me suis réorientée vers le scénario et en fait, j'ai découvert un Master 2 à la Sorbonne qui s'appelait Scénario et Direction littéraire. C'est comme ça que j'ai connu ce métier-là. Et après, en fait, grâce à des expériences professionnelles du côté diffuseur, je suis passée après du côté production. J'ai commencé comme ça la direction littéraire. Je suis rentré chez Houet-Court directement en stagiaire dev. On fait en fait que les titres veulent pas dire grand-chose. C'était mon premier stage dans l'audiovisuel. J'étais beaucoup plus sur la veille au départ et en fait mon stage j'ai fait un CDD puis un CDI. Je travaillais pour une fille qui s'appelle Louise Gigon qui était justement dear lead chez Houet-Court et puis qui est partie chez Canal+. Et j'ai repris du coup son poste après pas mal d'années. Un jour j'ai décidé que chargé de dev j'aimais plus le titre et que donc je m'appellerais directeur littéraire. Mais j'étais directement en télé. Il y a deux structures, il y a Houet-Court et Houet-Court Télé. Ça m'arrive de bosser pour le cinéma, mais là on a beaucoup de séries en tournage ces derniers temps, donc j'avais absolument pas le temps d'avoir un pied dans le cinéma. Donc c'était vraiment télé. Donc au fil du temps, c'est mes responsabilités au sein de Houet-Court qui se sont développées. Donc c'est pas des sauts de métier à métier, c'est vraiment au sein de la même boîte. Ouais. Moi, ça s'est fait très progressivement. En fait, j'ai fait des études de lettres. Je pensais devenir éditrice, mais pas du tout. Ensuite, je me suis orientée vers un cursus de cinéma, mais cinéma très professionnalisant. En fait, j'ai commencé par un Master 2 en socio-économie des médias, qui s'appelle Digital Media Cinéma. Là, je me suis rendu compte qu'en fait, je voulais vraiment toucher à l'artistique. Et donc, j'ai fait un second Master 2 en direction littéraire. Le même que Mélissa, pour le coup? Ouais, tout à fait. J'ai commencé chez Slash. Là, je me suis rendu compte que j'aimais bien travailler chez un diffuseur, mais que je préférais travailler chez un producteur. Donc, je suis allée chez Cabadrama. Et là, je me suis dit, bon, bah, c'est bon, je suis à ma place. J'aime faire du développement en structure de production. C'est quoi la tâche que vous préférez dans votre métier de dear lead au quotidien, vous diriez? Moi, je crois que c'est les ateliers. Évidemment, il y a cette partie hyper plaisante où on rencontre un scénariste qui vient nous pitcher un truc et on est emporté. Et on se dit, ce degré de plaisir que j'ai pris à être convaincue, je vais devoir le retransmettre quand je vais le pitcher à ma prod, quand je vais le défendre chez un diffuseur. Donc, en fait, cette petite étincelle, pour le dire de façon très niaise et lyrique, mais elle est hyper importante. Parce que c'est la conviction dont on parlait tout à l'heure qui permet ensuite de porter le projet. Et on la retrouve quand même aussi quand on va aller dans le corps du projet pour l'améliorer. C'est rare que quelque chose soit parfait d'entrée de jeu pour l'envoyer à un diffuseur, même si j'imagine que peut-être certains ont eu cette expérience, ça m'étonnerait quand même, mais sinon on servira à rien. Tout ce cheminement-là aussi, il est passionnant. Moi je dirais en fait, il n'y a pas tellement de tâches en particulier que j'aime bien. En fait, c'est très lié à l'état de ton projet. Quand ça va bien, tout est cool. Recevoir une nouvelle version quand ça va bien, c'est super parce qu'il y a des nouvelles choses et c'est super. Parler avec ton auteur, c'est génial parce qu'en fait, tout va bien, donc tu t'entends bien et tout le monde est content. Tu vas parler au diffuseur, il est content aussi, c'est génial. Quand t'entres en tournage et que ça se passe bien, c'est super. Quand t'as les premières versions de montage que t'aimes bien, c'est génial. Donc, à titre personnel, j'ai vraiment pas d'étape que je préfère. Et après, quand ça va pas bien, bah c'est pareil, tout est horrible, quoi. Tu reçois une nouvelle version et ça va pas et tu dois te battre pour trouver les éléments que t'aimes bien, que tu veux garder, qui fonctionnent. Et c'est un peu difficile. La communication, que ce soit avec l'auteur ou le diffuseur, devient compliquée parce que personne n'est content. Pareil sur le tournage, etc. Donc c'est vraiment, vraiment lié à un moment donné de ton projet qui va dicter si oui ou non une étape est agréable ou pas. Je suis complètement d'accord avec Clarence, mais il y a une petite partie, on va dire, qui est agréable, c'est défendre le projet. Une fois que j'ai été convaincue, après ce que disait Alice, du coup, le défendre auprès du producteur, défendre les auteurs aussi, parce que des fois ils arrivent avec un seul auteur, un projet, puis on va en affilier d'autres, chercher des profils, les faire matcher, les faire se rencontrer, voir qui serait bien pour écrire ensemble, des sensibilités communes de gens qui se connaissent pas. Ça, j'adore. Ouais. Moi, je dirais que c'est la relation avec les auteurs
que je préfère. C'est vrai qu'on n'écrit pas les textes avec les auteurs, mais on arrive à un stade tellement préliminaire des projets qu'on va suivre pendant très très longtemps avec les auteurs. Donc on a une relation de confiance avec eux, on peut faire des suggestions, on fait des retours, etc. Donc on leur parle très souvent et c'est vrai que quand la relation avec les auteurs se passe bien, en général le projet aussi se passe bien. Donc ça rejoint un peu ce que Clarence disait. J'aime beaucoup travailler avec les auteurs et aussi parce que on va rencontrer des auteurs sur un certain projet et en fait finalement on va retravailler avec eux 2 ans plus tard sur un autre projet. Le projet pour lequel on s'était rencontrés 2 ans auparavant ne s'est peut-être pas fait et finalement en fait le prochain projet va se faire. Donc c'est des relations aussi qu'on va garder vraiment sur le long terme. C'est vraiment des collaborations. Moi, ce que j'aime bien, alors c'est peut-être anecdotique, hein, mais c'est quand ça part en tournage. On voit en fait le texte, que ce soit bien passé ou mal passé, hein, le texte vraiment incarné. Et ça, c'est assez extraordinaire comme sentiment. C'est le propre de nos métiers de création audiovisuelle et on voit en fait le texte se transformer en image, incarné par des acteurs, pris en charge par un réalisateur et à la fin, on le voit diffusé et voilà. Et c'est un travail collectif, comme le disait Mélissa. Et ça fait chaud au cœur, quoi, de voir le fruit de notre travail. Mais c'est marrant parce qu'en plus, quand ça se concrétise, c'est beaucoup plus vrai pour un auteur. Mais t'es tout à coup totalement dépossédé du truc. C'est quelque chose qui existe sur des textes depuis parfois 1, 2 ou 3 ans. Et tout à coup, t'as une équipe énorme de gens qui prennent possession de ce sur quoi t'as travaillé. Et c'est assez marrant. Ça fait forcément un peu peur, mais c'est hyper agréable de voir autant de gens se mettre à l'ouvrage pour ce truc sur lequel t'as travaillé. Alors j'imagine que c'est 1 milliard de fois plus vrai pour un auteur, mais même pour nous, c'est une sensation assez agréable. Du coup, la question inverse, c'est quoi le métier que vous trouvez le plus difficile ? La veille, je trouve ça, c'est génial. Et quand tu trouves quelque chose, c'est hyper excitant. Et pareil, rencontrer des auteurs, entendre parler de nouveaux projets, etc., c'est super excitant. Par moment, garder justement cette motivation, aller chercher de nouvelles choses quand t'as lu beaucoup de choses qui finalement ne fonctionnent pas, t'as fait beaucoup de rencontres qui étaient très intéressantes mais qui n'ont rien donné, ça peut être un peu décourageant. Bon, il y a un côté quand la veille n'aboutit pas, et ça peut durer assez longtemps en fait. Il y a des périodes où tu rencontres plein d'auteurs et c'est des rencontres qui sont très intéressantes et c'est généralement des gens super intéressants et super sympas, mais voilà, par moment, les projets qu'ils ont sur le moment, c'est pas ce que tu cherches, ça fonctionne pas, etc. Tu lis des bouquins et des bouquins et des bouquins, et en fait, il y en a pas un seul dont tu te dis que ça peut être une série. Tu reçois plein de projets, et en fait, il y en a pas un dont tu te dis j'ai envie de le faire. Et c'est vrai que par moment, ça peut être un peu décourageant. Moi, je dirais, pour rebondir sur ce que vient de dire Clarence, ça serait l'attente de manière générale, que ce soit pour la veille et du coup d'attendre que certaines choses se concrétisent, mais pour que les projets se concrétisent aussi. Parfois, on attend très très longtemps avant de trouver la bonne personne pour travailler sur un tel projet. On attend aussi très longtemps parfois les retours des diffuseurs. Enfin, on est vraiment dans un métier où il faut être patient. Et par moments, c'est vrai que c'est assez lent. Et il y a une telle concurrence sur le marché. J'ai l'impression quand on arrive à faire exister un projet qu'on a presque gagné au loto en fait. Ok, les autres ? L'arrêt d'un projet. Je pense que c'est ça le plus dur parce qu'on a une place où on est tout aussi investi parfois, même si notre rôle c'est de garder une distance et d'être un peu les capitaines du bateau sur les directions qu'on fait prendre un projet, mais quand il est arrêté, que ce soit par un diffuseur ou parce que quelque chose ne fonctionne plus avec les scénaristes, c'est tout aussi frustrant de voir un projet en lequel on croyait disparaître. Je dirais, pour rejoindre sur la veille, le côté on s'éteint jamais vraiment, quoi. Enfin, je pense pas pouvoir aller voir un film sans penser à mon boulot, lire un livre sans penser à mon boulot, rencontrer une personne sans, voilà. C'est pas tout le temps, mais des fois j'aimerais bien appuyer sur le bouton off. Comme les scénaristes au final, toujours en veille d'idées. Même peut-être encore plus. Parfois les scénaristes, j'ai l'impression qu'ils peuvent avec des grosses pincettes appuyer sur le bouton off. Nous, j'ai l'impression qu'il y a toujours cet aspect et si c'était ça qu'il fallait traiter. Alors moi, je dirais, quand les projets qui sont en écriture chez les chaînes se passent pas très bien et qu'on a peut-être 5-6 versions du même épisode, où presque rien ne change, où on n'arrive pas à craquer le code, ça c'est pénible. On arrive le lundi matin, on a reçu une nouvelle version, il faut la lire, il y a presque rien qui a changé et il y a toujours quelque chose qui cloche. Et nous, c'est notre métier, de trouver des solutions avec les auteurs. Sauf que c'est pas forcément évident. Et puis au bout de la 5e version, on a la tête complètement dans le guidon. On parlait de la veille à l'instant. Quand vous établissez qu'un projet a du potentiel, et précisément autant que série, et non pas autant que film. C'est quand même des métiers qui mêlent vachement subjectif et objectif, donc il y a toujours une part des deux. Je pense qu'il y a beaucoup d'intuition. L'originalité du projet, sa place dans le marché,
savoir vers quel diffuseur tu te tourneras pour le vendre. Ensuite, il y a des qualités qui, je pense, sont peut-être plus objectifs, l'arène, la qualité des personnages, ce genre de choses. Ensuite, plutôt série ou film, ça, j'ai l'impression que tu sais un peu tout de suite. Si tu as un projet qui a plus le potentiel d'être une série ou un film, tu sens la nécessité ou non d'une récurrence dans le format, que ce soit le fait de vouloir explorer une arène, le côté rendez-vous, retrouver des personnages, l'ampleur de l'histoire que tu as envie de raconter. Mais tu le sais assez tôt, en fait, si c'est une série ou un film. À la limite, je peux me poser cette question quand je fais de la veille et que je lis un bouquin. Mais quand tu reçois un projet ou que tu discutes avec un auteur, tu sais assez immédiatement si c'est l'un ou l'autre. Tu peux avoir aussi des choses, je dirais, dans la partie instinct très physique, du genre, c'est une comédie, tu ris tout de suite. Enfin, ça, c'est basique, mais c'est vrai que quand ça fonctionne et que t'es en train de lire alors que t'as lu 10 trucs dans la journée, ça fonctionne sur toi. Bon, l'humour, on va dire que c'est propre à chacun, mais quand même. Et après, il y a ce côté aussi très physique de lire tout d'un coup un dossier de série, par exemple, de A à Z, sans t'arrêter, d'être complètement embarqué. En réalité, je sais pas si les autres sont d'accord, mais c'est pas tout le temps. En fait, sur 100 dossiers, t'en as peut-être 3. J'abuse peut-être, mais où vraiment, de A à Z, t'es avec l'auteur, t'as envie de savoir la suite, mais c'est des trucs, je dirais, tout un chacun pourrait le dire, mais en réalité, il y a des projets où c'est assez instinctif d'aller vers ça, d'autres où tu vas dire, il y a un vrai potentiel, il y a une idée de base, mais tu sens qu'il va falloir creuser. Des choses qui sont parfois très propres à l'auteur, qui a une histoire particulière à raconter, et tu sais que là, seul lui pourrait raconter ça, mais il faudra l'accompagner, mais tu sens que l'histoire est importante. Et d'autres fois où c'est assez universel, et là pour le coup tu te dis bon, ça fonctionne déjà, on va voir ce qu'on peut faire, et tu sais instinctivement aussi que c'est connecté au marché quand t'es un peu plongé dedans. Je peux parler d'un projet qui s'est arrêté. C'était un projet en convention, une mini-série en convention avec TF1, une adaptation littéraire en mini-série donc de 4 épisodes de 52 minutes. Et justement, très vite, en fait, pendant les discussions avec TF1, au moment où, en fait, ils étaient intéressés et on était sur le point de signer une convention d'écriture avec eux, la question du format film ou mini-série s'est posée sur cette adaptation. Parce qu'en fait, on avait les droits du livre, on avait travaillé avec 2 autrices pour une note d'adaptation. On l'avait envisagé en 4x52 parce que notre volonté était d'enrichir en fait l'histoire en rajoutant certains personnages en plus, d'avoir des personnages qui étaient présents dans le roman mais de leur donner plus de place dans l'intrigue de la série et surtout en fait d'avoir un dispositif sur plusieurs temporalités, ce qui était un peu le cas dans le roman mais pas totalement. Donc en fait on gardait vraiment la mécanique de l'histoire dans le roman et on enrichissait vachement avec beaucoup d'éléments dont on avait parlé avec les autrices et ça plaisait à la chaîne, mais c'est vrai qu'ils s'étaient posé la question dès le début. En fait, ils nous ont parlé d'un format d'unitaire, ce qui pour nous n'était pas concevable si on gardait cette proposition artistique, puisque en fait on n'aurait pas eu la place de vraiment faire ce qu'on avait envie de faire avec les autrices, c'est-à-dire explorer différents points de vue à travers différentes temporalités et de confronter en fait les points de vue au sein de chaque épisode. Ça aurait été beaucoup plus compliqué en film, en tout cas dans ce qu'elles avaient projeté, les autrices. Et c'est vrai que comme on n'avait pas forcément à ce stade de l'écriture des documents avec des synopsis d'épisodes très détaillés, c'était seulement une note d'adaptation d'une 10aine de pages, on avait pu convaincre la chaîne avec un document complémentaire. Mais c'est vrai que par la suite, en fait, l'écriture s'était plutôt bien déroulée au début, puis après ça s'est compliqué et la question du format est revenue. Et ça a été un des points en fait qui nous ont, une des raisons en tout cas qui nous ont donné par la suite pour arrêter le projet finalement, parce que même s'ils avaient été convaincus au début d'un 4x52, finalement en fait l'écriture prenait trop de temps, alors que c'est vrai que pour un unitaire du coup on aurait pu aller plus vite. Et par ailleurs en fait ils avaient développé d'autres projets qui traitaient du même sujet, qui avaient déjà été tournés, donc on arrivait un peu les derniers, alors que sur le moment quand on est arrivé avec ce roman-là, on était sûrement pas les premiers, mais en tout cas il n'y avait pas énormément de projets sur ce sujet-là. Tu peux dire le sujet en l'occurrence ? Oui, c'était sur une manipulation en fait d'un homme marié qui a une liaison extra-conjugale. En fait, c'est un manipulateur un peu pervers narcissique. Et du coup, post-MeToo, il y a eu énormément de projets qui ont traité de la masculinité toxique, les pervers narcissiques, les violences conjugales, etc. Et du coup, nous, on n'était pas super en avance quand même sur le marché, mais on s'en sortait. Et je pense qu'après, on a pris trop de retard sur l'écriture et du coup... c'est le temps de développement qui a eu raison du projet au final. Voilà. Désolée, moi j'être un peu terre à terre, très pragmatique, mais...
Un bon projet, c'est un projet qui est porté par un bon talent. Ouais. Le choix des talents qui vont porter le projet est crucial. Aujourd'hui, de plus en plus, les producteurs vont optionner des concepts et non plus des bibles extrêmement abouties. Aujourd'hui, on est sur des documents de vente qui sont très courts. Les producteurs peuvent optionner un projet sur la base d'une page. Donc, en fait, on investit non pas dans une histoire, dans une série, mais surtout dans un talent. En fait, il faut qu'on arrive à trouver le bon talent au bon moment, avec le bon concept, et qu'on ait confiance en ce scénariste, qu'on puisse se dire, ce scénariste, il en a sous le pied, là, il n'a pas développé grand-chose, mais il y arrivera. Et aujourd'hui, c'est vrai que les diffuseurs, alors je ne sais pas si c'est l'influence du cinéma, de la nouvelle vague, etc., mais les diffuseurs, notamment les plateformes comme HBO, AC Premium, recherchent avant tout des noms. Ils vont signer des scénaristes, des réalisateurs qui sont connus, qui sont identifiés, et donc voilà. Et c'est encore plus vrai pour les comédies. De toute façon, moi, je pense que la comédie, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Tant en termes d'écriture qu'en termes de ce qui va fonctionner ou pas. Ouais. Et pour rebondir sur ce que vous avez dit, qui me semble entièrement juste, en fait, il y a des paramètres sur lesquels on a la maîtrise qui sont la qualité des talents, la pertinence du sujet. Pour moi, il y a un autre truc fondamental qui est la vision de l'auteur. Est-ce qu'on a un auteur qui a quelque chose à dire sur son sujet, qui a un truc un peu singulier qu'on n'a pas encore vu exister? Et il y a les paramètres sur lesquels on n'a pas la main, qui sont le timing. Donc, est-ce que le marché est prêt et est-ce que ça va plaire aux diffuseurs à ce moment-là? Est-ce que nos talents sont disponibles au moment où on a besoin d'eux pour faire monter les choses? Et en fait, ce qui est très compliqué, c'est que nous, pour qu'un projet se fasse, on doit avoir tous ces paramètres-là ouverts et on n'a pas la main sur tout. Donc, évaluer le potentiel d'un projet, c'est à la fois se baser sur des choses très techniques et très factuelles de ce qu'on maîtrise comme paramètres. Et c'est un peu jouer au loto avec en face, est-ce que les diffuseurs n'ont pas déjà 14 projets sur la même thématique? Est-ce que mon auteur va pas faire une dépression dans 6 mois? Tous ces paramètres-là sur lesquels on n'a pas la main. Et le tout, c'est à la fois d'avoir suffisamment de conviction et de force pour essayer de faire en sorte que tout le monde y croit et qu'on avance, et en même temps essayer de miser quand même un peu sur les bons projets. Pour conclure, ce serait peut-être un alignement de planètes. Et en fait, la dramaturgie ne suffit pas. Tu as parlé à l'instant du coup de l'importance de fédérer des talents. Comment vous choisissez quel talent vous associez à quel projet? Je dirais que ça dépend du format. On n'a pas le même nombre de scénaristes sur un 6x ou un 8x52 que sur un unitaire. Par exemple, le 6x52, c'est un format qui est très lourd à porter. Je pense au thriller, 6x52, au polar. C'est un réseau d'intrigues, de sous-intrigues extrêmement complexes. On ne peut pas être seul à écrire du 6x52. Donc, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des rooms. Les plateformes sont assez friandes de ce genre de configuration. Par exemple, Netflix fait beaucoup de rooms. Ça marche bien en général et ça permet en fait de mélanger plusieurs profils différents, des profils plus juniors avec des profils plus seniors, et chacun s'apporte des choses mutuellement. Après, pour ce qui est des constitutions de room, ça dépend du projet, hein, évidemment. On va pas prendre les mêmes auteurs sur du genre que sur de la comédie romantique. Par rapport à ce qu'ils ont déjà écrit, par exemple, à leur passif, tu veux dire? Oui, en général, oui, ça se fait surtout comme ça. Sur quelles séries ils ont travaillé par le passé, peut-être leur sensibilité personnelle aussi. Quand on connaît des scénaristes, on sait que telle personne affectionne tel genre, a aimé telle série diffusée. Donc voilà, après, ça se fait aussi un petit peu à l'instinct, encore une fois. Je trouve effectivement que c'est notre boulot de savoir aussi que tel scénariste, par exemple, adorerait faire une comédie musicale. Et c'est toute la difficulté de pas forcément proposer toujours la même chose aux mêmes personnes, parce que les scénaristes, ça les fatigue en fait. Et on a besoin de mixer les choses, de les renouveler. Donc c'est assez varié, mais pour moi, c'est vraiment le cœur de notre travail que de bien connaître nos talents et savoir aussi parfois les mener à un endroit où ils sont un peu inattendus, mais où on sait qu'on a quelque chose de très intéressant à tirer. Aussi pour renouveler le genre, en fait. Pour pas avoir constamment les mêmes mécaniques, les mêmes noms. Et on a un peu malheureusement un fonctionnement, comme ça a été évoqué à propos des diffuseurs, qui sont des listes de scénaristes, qui sont extrêmement réduites sur les noms qui permettent très vite d'aller voir une chaîne, très vite d'avoir une réponse sur un projet. Des noms rassurants, tu veux dire? Voilà, exactement. Et ce que je trouve un peu absurde, même si je comprends, parce qu'on a besoin de cultiver des écuries de talent, et c'est vertueux, et ça permet de donner aux gens le temps aussi d'explorer plusieurs phases de leur talent. Mais il y a aussi des personnes brillantes qui ont fait des trucs nuls. Donc on peut se planter tout en ayant un talent fort, et le tout c'est justement de savoir si on fait le bon pari ou pas en l'accompagnant sur un truc. Nous, c'est très lié au projet en lui-même, encore plus qu'au format. On a
On a un 8x52 qu'on fait pour Apple, qui est porté par un seul scénariste, un scénariste anglo-saxon, qui pour le coup écrit les 8 épisodes tout seul. Sur No Man's Land, c'est 2 auteurs israéliens, Amit Cohen et Ron Lechem, qui écrivent. Là, on a un cas particulier où en fait, nous, on fait beaucoup de coproduction. On essaye dans nos coproductions de toujours avoir un véritable aspect français parce qu'il faut qu'on ait une raison d'être dans le projet. Et par exemple, sur No Man's Land, c'est l'histoire d'un Français qui croit reconnaître sa sœur en Syrie et qui va partir la chercher. C'était à la base porté par des auteurs israéliens et donc là, nous, on a besoin dans ces cas-là d'amener un auteur français pour vraiment permettre d'amener de l'authenticité, de créer des personnages qui soient véritablement français. Donc là, c'est la recherche de complémentarité, quelqu'un qui peut bosser en anglais sans nécessairement écrire en anglais, mais bosser en anglais, travailler avec les auteurs et nous aider par exemple sur la traduction et l'adaptation des dialogues. Nous, on n'a pas tellement de room. On n'a même pas du tout de room pour le moment, mais je pense que, encore une fois, c'est lié au projet. Là, on a un truc dont je parlerai pas parce que c'est en développement très, très, très récent, mais à la base, ça vient d'un article de journal. C'est porté par une journaliste. Là, on va aller chercher un ou une auteure avec une vraie expérience de télé qui va pouvoir bosser en complémentarité avec la personne. Le vrai sujet, c'est la complémentarité. Quand tu as quelqu'un, par exemple, qui vient du cinéma, tu vas essayer de lui adjoindre un scénariste qui a déjà fait de la télé, qui connaît bien la structure. Parfois, tu veux ramener de la comédie, tu ramènes un auteur qui a fait de la comédie. Donc, c'est vraiment trouver de la complémentarité parmi les gens qui bossent. Et c'est ensuite très lié au projet en lui-même. Et à ce que l'auteur veut aussi. Il y a des auteurs qui ont envie d'écrire tout seul. Il y a des auteurs qui viennent nous voir en disant moi je veux une room, j'ai l'habitude d'écrire en room donc il faudra que je crée une room si le projet part. Ça dépend de pas mal de choses. Puis il y a le fait que des fois tu as des projets où tu as un auteur très junior mais que tu as envie de faire exister le projet et que là tu vas lui adjoindre quelqu'un qui est plus structuré, qui est un technicien, enfin en tout cas qui le sera sur ce projet-là. Et notre rôle aussi c'est d'expliquer pourquoi cette personne et de faire matcher les gens parce qu'il y a des auteurs qui peuvent être un peu vexés et je comprends pourquoi totalement, mais c'est aussi notre rôle de savoir expliquer qu'on a des délais. Et en fait, de ce que disait tout à l'heure Mélissa, en fait, pour qu'un projet avance et respecte le délai, on n'a pas le temps de laisser trop un auteur chercher la structure et la technicité du scénario. Et en lui adjoignant quelqu'un qui va l'aider à ça, il va avancer aussi. Des fois, ça peut paraître un peu comme une punition, je trouve, et en fait, non, pas du tout. Et on apprendra tous. Je trouve que c'est intéressant de faire des rooms et d'avoir de plus en plus cette pratique-là avec certains diffuseurs parce que du coup, ça permet de créer des équipes complémentaires et à la fois, en fait, d'avoir des talents qui vont être rassurants pour tel diffuseur, mais aussi des talents émergents dans la room qui vont pouvoir en fait prouver à ce diffuseur en particulier leur capacité en fait à travailler sur ce projet-là et par la suite en fait ça sera plus facile pour eux même de travailler sur un autre projet et puis après voilà ça sera des gens qui finiront par être très confirmés et qu'on appellera beaucoup plus facilement pour travailler sur d'autres séries. Du coup, où est-ce que vous les trouvez, ces auteurs ? Comment vous sourcez vos auteurs ? On les chasse. Ah ouais, c'est la Vous êtes à chasse. l'affût. C'est la chasse. Non, il y a... Déjà, tu suis les écoles de scénario, le CEA, la FEMIS, etc. Des rencontres avec les agents qui peuvent nous parler de tous les talents qu'ils ont. Et puis, il y a de la veille que tu fais dans ton équipe à regarder tout ce qui sort et noter le nom des gens qui bossent sur les séries que t'aimes bien et ensuite les rencontrer. Enfin, en tout cas, nous, c'est surtout ça. C'est vraiment... Après, on a des listes qu'on fait en interne et qu'on garde avec tout le monde. Par exemple, quand on parlait de complémentarité, si tu sens que tu as besoin de, je sais pas, un auteur qui fait de la comédie, tu regardes les dernières comédies qui sont sorties ces dernières années, que tu aimes bien, qui ont bien marché. Tu regardes la liste de gens qui ont travaillé dessus et tu les rencontres. C'est une grosse partie du boulot et c'est hyper excitant parce que quand tu rencontres des gens, c'est super. Mais la partie de recherche pure où t'es sur Internet, tu vas sur Allociné et tu vas regarder le casting de telle ou telle série, c'est pas forcément le moment le plus cool de ta journée, mais c'est hyper important. Aucun Dirlit ne reste pas sur la fin du générique. Vous ne passez jamais le générique sur Netflix ? Jamais. C'est nous qui faisons tourner et qui paissons contre les nouvelles façons de présenter les skips de générique pour passer tout de suite à l'épisode suivant sur les plateformes. Ouais, parce que nos noms disparaissent aussi. Ouais, tout à fait. Ça, c'est vraiment très dur. Tous les noms, ouais. Il y a aussi des temps forts de festival.
Série Mania, Série à Fontainebleau, Valence, La Rochelle, j'en oublie. Mais ça, c'est important aussi pour les scénaristes qui se posent la question. Je dirais qu'une accréditation dans ces festivals, s'ils se sentent prêts, c'est jamais perdu parce qu'il y a vraiment des vraies rencontres à faire et en général, on est dispo. Si on s'est déplacé jusque-là, c'est vraiment pour ça. Donc, Et même les scénaristes pauvres, ils peuvent juste venir et aller boire des coups avec nous, des cafés. Ça marche très bien aussi. C'est vraiment important de se dire que, évidemment, que c'est des métiers très précaires, surtout quand on démarre. Ils ont besoin d'être soutenus. C'est hyper important, en fait, qu'ils osent, qu'ils aient pas peur de se donner la visibilité, eux aussi, en allant chercher les gens, alors en festival ou même à Paris, hein. On a quand même beaucoup des boîtes de prod qui sont centralisées ici. J'ai une théorie longtemps qui était que t'es pas une vraie boîte de prod si t'es pas dans le 11e arrondissement, ce qui est faux, pour les gens autour de la table, bien sûr. Et que si quelqu'un a vraiment une histoire à porter, a vraiment envie de travailler et qui vient à notre rencontre, on prendra le temps en fait et on sera curieux et on voudra lire. Et c'est tellement une compétition dure, même entre nous, pour choper les talents dispo. Donc c'est important de fidéliser les talents, d'avoir des logiques d'écurie, mais en fait la meilleure façon c'est aussi d'avoir des bonnes relations avec les gens qui vont être bons demain, pas ceux qui sont déjà aujourd'hui et qui sont pas dispo avant 2038. Il faut vraiment pas qu'ils se découragent parce qu'on a besoin d'eux en fait. Je rajouterais simplement le bouche à oreille. C'est vrai que souvent on voit des auteurs, qu'ils soient juniors ou seniors d'ailleurs, on leur propose un projet, ils sont pas dispo, très bien, mais par contre ils ont un ami qui serait intéressé et qui serait dispo. Et ça, c'est très précieux pour nous parce que ça nous permet de contrecarrer un petit peu tout le temps on contacte l'agent, ou on le rencontre en festival, etc. Finalement, ça va très vite. Donc, si j'avais un conseil à donner aux jeunes auteurs, c'est être très attentif au relationnel entre eux, être très connecté à leurs camarades de promotion, par exemple, ne pas hésiter à rencontrer d'autres scénaristes parce que nous, producteurs, on entend parler d'eux via leurs amis, finalement. D'ailleurs, dans les festivals, il y a beaucoup d'associations de scénaristes qui organisent des événements de pitch pour notamment des scénaristes émergents. Et là, c'est hyper intéressant parce que pour les directeurs littéraires qui vont au festival, ça permet de découvrir des talents et ensuite après d'enchaîner avec des cafés sur place. Donc ça aussi, c'est une piste intéressante pour les auteurs juniors. Quels sont les retours que vous faites le plus souvent sur ce qui ne convient pas dans les projets qu'on vous envoie ? Il n'y a pas de mécanique sérielle en général. Il y a de super histoires parfois, super arènes, super protagonistes. On a envie de savoir la suite, mais en fait, on se rend très vite compte que c'est un film, en fait, un film de 2 heures, très bien, mais ça fait pas une série. Les séries à récurrence, c'est encore plus rare, mais rien qu'une mini-série, c'est quand même assez dur à trouver. Il faut une vraie proposition dramatique qui puisse être déployée, qui puisse être étirée sur plusieurs épisodes, et ça, c'est pas facile à trouver. On a beaucoup, même quand je faisais de la lecture de scénar pour des chaînes, et encore plus là en direction littéraire, vu qu'on est vraiment dans les premiers filtres, le sentiment parfois qu'on a un scénariste qui développait un long métrage et qui s'est dit « ce sera vachement plus facile de le vendre en série ». Et la structure ne suit pas. C'est quand même des éléments techniques sur lesquels c'est assez facile de faire vite des retours et de vite être constructif quand on refuse un projet. C'est aussi, on se sent ou pas de développer le projet en termes de ligne éditoriale. On peut adorer un projet et se dire c'est pas forcément pour nous, on n'est pas la meilleure production pour le faire, en toute humilité. Donc ça arrive quand même assez régulièrement aussi. On peut même penser à des collègues producteurs. Enfin, faut quand même que ça colle. Et du coup, c'est bien quand les scénaristes ont un peu bossé la ligne édito de la production à laquelle ils écrivent. Et après, ça m'arrive aussi de donner des pistes de retravail, mais comme ça, sans forcément engager à renvoyer une V2, mais peut-être d'aller voir sur d'autres productions avec quelques pistes. J'aime beaucoup aussi quand je vois un projet passer, je me dis c'est génial, mais c'est tellement pas pour nous, parce qu'on est quand même au service d'une ligne édito. Alors oui, notre travail après, c'est aussi parfois de proposer des choses un peu à côté à nos prods, parce qu'on sent, parce qu'on y croit, et on est là pour ça aussi, pour couvrir et pour avoir de la complémentarité aussi avec eux. Mais quand fondamentalement je suis face à une histoire où je sais qu'elle est pas faite pour la structure dans laquelle je travaille, moi j'aime beaucoup, et c'est l'avantage aussi d'avoir des relations saines avec d'autres prods, avec d'autres gens qui bossent dans d'autres boîtes, de dire j'ai reçu un truc super, est-ce que tu peux le lire, et de dire au scénariste je me suis permis de vous transmettre votre projet à quelqu'un d'autre parce que c'est pas pour nous, mais vous avez bien bossé et ça mérite d'être lu. Et après il y a une partie plus subjective qui est est-ce que ça raconte quelque chose de pertinent que j'ai envie de porter, et est-ce que ça porte, bon alors ça pour moi c'est très personnel et c'est lié à la structure pour laquelle je travaille, de rechercher des visions, de chercher un propos, de chercher une originalité, une singularité dans ce qui va être raconté et des valeurs qui collent avec les histoires que raconte ma productrice. Nous, on a notre ligne édito, elle est très très large. Je sais pas si on peut parler de ligne édito à proprement parler. Donc ça nous arrive pas tellement de nous dire ah c'est pas nous, on va aller contacter d'autres gens. Au contraire, il y a un côté hyper agréable à se dire c'est pas nous du tout.
Génial, allons-y. C'est vraiment quelque chose qu'on aime beaucoup. Ensuite, il y a est-ce que tu rentres dans le marché ou non. On aime beaucoup faire des choses assez osées, qui sont pas forcément identifiées, qui vont être difficiles à vendre, mais auxquelles on croit beaucoup. Mais souvent, on reçoit des projets qui sont totalement hors marché, qui sont des trucs en France de science-fiction complètement dingues, dont t'imagines un budget de centaines de millions d'euros. Bon bah, malheureusement, ça va être compliqué, quoi. Des comédies dont tu te dis qu'en fait, elles correspondent pas du tout à ce qui se fait en ce moment, etc. Dans un humour qui n'a rien à voir avec ce que tu peux voir. C'est difficile parce que cette notion de marché, souvent en tant que producteur, t'as envie un peu de te battre pour des choses dont tu te dis c'est pas tellement dans le marché, mais t'aimerais bien le faire évoluer et t'as une démarche un peu proactive, mais pour autant par moment il y a quand même beaucoup de projets qui sont tellement hors marché que ça c'est pas possible. Et souvent, au-delà du format long série, il y a aussi beaucoup de projets qui sont en fait un début d'idée, mais dans lequel il n'y a pas grand-chose en fait, ça ne suit pas. Donc c'est même pas un film, c'est simplement une idée, c'est pas un concept. Moi j'ai reçu énormément post-MeToo, je reçois encore des projets où c'est les hommes ont disparu, les hommes vont disparaître, les hommes ont été renversés, machin. Et en fait il y a rien derrière. Et du coup, bah là, t'as pas de projet, t'as pas d'histoire encore. C'est quoi l'angle? Qu'est-ce que tu racontes avec ça? Qu'est-ce que t'as réellement envie de raconter après ton idée, en fait? Ça arrive très souvent dans les projets qu'on reçoit de jeunes auteurs. Après, quand il y a une idée qu'on trouve extraordinaire, qu'on a l'impression qu'il y a une écriture, bah, on va rencontrer la personne et essayer de creuser et d'aller trouver ensemble. Des choses à rajouter sur... Ouais, je dirais qu'il y a un cas où je dis non, et vous allez me dire si vous êtes d'accord avec ça, mais les gens qui envoient un envoi multiple avec plein de projets d'un coup. Ouais. Et je sais que ça a tendance à un peu me faire dire « Oh non ». C'est un peu bête peut-être, mais en fait il y a un truc de fourre-tout. Si on lit un projet qu'on l'aime bien et qu'on a envie de lire d'autres choses, on va les demander, vraiment. Envoyez un projet ciblé et défendez-le, parce que j'ai l'impression que la personne du coup ne défend pas un projet. Non, c'est vrai, et en plus c'est un peu hypocrite de notre part, parce que tu te dis oh là là, il a 40 projets, c'est un peu n'importe quoi. En même temps, la réalité, c'est que tous les scénaristes ont 40 projets, parce que tu as besoin d'en avoir 40 pour qu'il y en ait un qui se fasse et pour bouffer. Et c'est vrai pour nous aussi. Mais c'est vrai que du coup, quand tu reçois un mail avec 3, 4, 5 projets, tu te dis oulala. Donc c'est vrai, t'as raison. C'est un assez bon conseil que de dire aux scénaristes de pas envoyer 15 projets à la fois. Créer de la rareté, parce que ce qui est rare est cher, genre j'en ai qu'un à vous donner, c'est celui-là, et sauter dessus parce que sinon il n'y en aura pas d'autres. Ouais, et puis ça donne l'impression que c'est le projet que tu portes, auquel tu crois, et même si tu crois en fait aux 10 autres derrière autant, et bah tu donnes l'impression, voilà. Donc c'est un peu hypocrite parce qu'on sait que c'est pas vrai, mais je pense qu'il faut quand même le faire. C'est important de le donner, c'est un usage, ouais. Ouais, et des fois c'est vrai qu'il y a des auteurs qui envoient un certain projet qui parle d'une certaine thématique, disons les pervers narcissiques, parce qu'on a déjà fait un projet sur le sujet. Mais en fait, comme on l'a déjà traité dans un autre projet, en général, en tout cas moi chez Hanoï, on essaie de développer des projets qui sont quand même assez différents pour pas se répéter et pas se cannibaliser avec notre line-up en fait. On va pas non plus, nous aussi, envoyer des projets qui se ressemblent à un même diffuseur. La question suivante porte maintenant sur les scénaristes. Qu'est-ce que vous attendez comme qualité humaine et technique d'un scénariste avec lequel vous allez bosser? Qu'il soit sympa, déjà, c'est important, on va pas se mentir. Après, il y a des gens pas sympas qui sont brillants, donc c'est compliqué. Je dirais la première qualité, moi, que j'attends d'un scénariste, c'est la persévérance. Alors après, c'est notre travail aussi. Je trouve que de ménager... Tu parlais tout à l'heure des multiples versions. Je trouve que de plus en plus, comme on nous demande des documents très courts, en fait, côté diffuseur, il y a cette difficulté à aller avec une histoire suffisamment aboutie et qui a quelque chose à raconter, mais tout en n'ayant pas un document qui va noyer dans la lecture. Et pour ça, en fait, ce qui est compliqué, c'est qu'il faut déjà avoir un scénariste qui est capable de déplier une histoire complètement, mais de n'en garder que les parties qui vont nous permettre de vendre le projet, sans forcément aller dans la dentelle. Donc avoir quelqu'un qui va accepter qu'on fasse ce travail ensemble, qui demande vraiment de la persévérance, de synthèse de son travail et d'une histoire. Et puis il y a cette tendance, moi j'en parle souvent avec d'autres tirelites, on fatigue aussi nos scénaristes à passer par toutes les étapes qui vont du synopsis jusqu'au séquencier, le fil à fil, tous ces trucs-là qui en fait les fatiguent beaucoup, là où aller au dialoguer plus vite, et j'ai l'impression que c'est une pratique qui s'est généralisée, après tout le monde la pratique peut-être plus forcément, mais en fait d'aller très vite vers un pilote ou vers un dialogué, surtout dans de la comédie notamment, ça permet vite de confronter notre scénariste à déjà comment on va vendre le projet, comment on va l'incarner et comment on passe de l'intention à
vraiment incarner son histoire. Et on le fatigue moins aussi, quand on valide en 40 000 étapes avant. Les autres, les qualités que vous attendez d'un scénariste ou d'une scénariste Moi, je dirais la souplesse, dans le sens où travailler avec quelqu'un qui a énormément d'ego, qui n'accepte pas les retours, qui est fermé au dialogue, ça peut rendre le processus de développement très compliqué et paradoxalement très long. Et c'est vrai que nous, producteurs, on peut mettre toutes les formes qu'on veut, on peut être aussi diplomate que possible, mais on aura toujours des retours. C'est notre travail. De porter un regard critique sur un texte, c'est notre travail. Donc on sera obligé de leur dire de changer telle chose, que telle chose ne marche pas, et il faut que l'auteur l'accepte. Il n'y a rien de personnel, voilà, c'est de la dramaturgie pure, c'est aussi le fait d'être en adéquation avec le marché, de la demande, donc voilà, il faut que les auteurs soient relativement ouverts. Il faut non seulement être capable d'écouter, mais d'analyser les notes, parce qu'en fait ça fait vraiment partie de leur taf aussi. C'est pas simplement recevoir nos notes et les mettre en place, mais c'est vraiment les comprendre, les analyser. Parce que c'est vrai que souvent, en fait, tu fais une note sur il y a un truc qui fonctionne pas, je dis n'importe quoi, en page 30. Et les auteurs, au fil du temps, je trouve les bons auteurs sont capables de voir le problème que tu as pointé, de l'analyser et de trouver la solution. Nous, on propose des solutions, mais qui sont pas toujours du tout les bonnes. Et de trouver là où se trouve la solution. Parfois, en fait, ton problème en page 30, il se résout en page 2. Et ça, nous, on le voit pas forcément. Mais donc, c'est vraiment une capacité d'analyse de nos notes. Faut pas tout prendre en compte, faut être capable de faire son shopping, etc. Donc, je trouve qu'il y a un truc d'ego, évidemment, parce que c'est tellement personnel, etc., que c'est, j'imagine, hyper difficile pour un auteur de recevoir des retours. C'est normal. Mais plus que de les accepter, il faut les comprendre, vraiment y réfléchir. C'est un truc à mi-chemin entre défendre son projet et sa conviction et être ouvert à ce que des fois on casse un peu des choses pour des raisons qu'en général on explique, qui sont souvent marché, diffuseur, tout ça. Je dirais aussi, j'aime bien les gens qui nourrissent beaucoup leur projet, qui vont être proactifs dans proposer de la matière, voir des choses en dehors, partager des articles, des reportages. Enfin, j'aime bien discuter là-dessus et recevoir des choses qui vont pas être juste le projet, mais où on élargit un peu le champ des possibles. C'est vrai que c'est toujours plus agréable de travailler avec des scénaristes enthousiastes et qui sont curieux en fait de leur sujet, ils veulent creuser, etc. C'est vrai que travailler avec un scénariste, ça arrive parfois, qui fait des changements dans son texte, mais qui colle mot pour mot à ce que lui a dit son producteur. C'est assez désagréable pour un producteur, paradoxalement. Nous, on a envie que le scénariste, il soit autonome, qu'il fasse des propositions de lui-même, qu'il nous envoie des choses qui nous surprennent un petit peu, en fait. L'écoute, elle est même possible chez des auteurs qui sont très expérimentés, qui peuvent parfois avoir des égos difficiles à gérer, mais ça vient aussi de la collaboration avec les producteurs et les directeurs littéraires. Il faut aussi, en fait, nous, quand on fait les retours, savoir pointer les choses qui fonctionnent, qui sont vraiment super et qu'il faut absolument garder dans les versions suivantes. Parce que c'est vrai que des fois, on a peut-être tendance à trop se focaliser sur les problèmes et de suite commencer la réunion en disant « bon, ça, on n'a toujours pas trouvé, ça fonctionne toujours pas », mais il faut avoir conscience qu'il y a des choses qui fonctionnent et du coup à chaque fois le rappeler aussi. Je rajouterais simplement une connaissance du marché malgré tout. Je pense que c'est important pour les auteurs. Ça veut pas dire se censurer, parce qu'il faut tenter des choses et nous, il faut aussi en tant que producteur qu'on se batte pour faire évoluer le marché, mais malgré tout, il faut quand même être au courant de ce qui se fait, de l'économie dans laquelle les choses se font. Je pense qu'il faut aussi vachement s'intéresser à toutes les étapes du métier, parce qu'en fait, écrire, c'est aussi être au courant de ce qui se passe après. T'écris dans une économie et puis t'écris dans le but d'être tourné, donc il faut connaître le marché et connaître les autres étapes de création d'une série. Je pense que c'est hyper important. On a parlé du coup de l'écoute et de la flexibilité. Ma question suivante portera justement sur les retours. Comment bien faire un bon retour? Donc c'est une question qui est double. Comment bien faire un retour sur la forme et comment faire un bon retour sur le fond dans votre métier? Un bon retour, c'est un retour où ton auteur il se met pas une balle dans la tête. Ça c'est déjà important. Non, mais si tu lis un texte assez de fois, tu pourras passer ta vie à le critiquer. Je pense que c'est hyper important pour nous de s'arrêter sur vraiment les vrais soucis qu'on peut avoir vus et pas noyer un auteur. C'est important de se limiter aux problèmes les plus importants, mettre en avant, comme tu disais, tout ce qui va bien. Un bon retour pour moi, c'est un retour qui va créer du dialogue en fait, parce que notre boulot, c'est de dialoguer avec les auteurs, pas simplement de pointer bêtement ce qui marche ou ce qui marche pas. Nos notes, c'est vraiment un appel au dialogue. En effet, un bon retour, à mon avis, c'est un retour qui s'inscrit dans un contexte, dans une phase d'écriture en particulier.
Le retour d'un producteur va pas être le même lorsque le projet est complètement embryonnaire, qu'on a 1 page ou 2 de concept à peine, que lorsque le projet est en pré-tournage. On va pas pouvoir se permettre de faire autant de retours, de notes. On va pas demander à l'auteur de changer autant de choses qu'au début. Enfin, le retour se fait en fonction du stade d'avancée, de l'avancée du projet en fait. Quand on doit poser les fondations d'un projet, évidemment il y a beaucoup de retours. Après à la fin, il y en a moins. Pour moi aussi c'est un peu un plaisir parce que même pour nous une gymnastique un peu chouette. Alors après il faut avoir le temps de le faire, mais de se dire qu'est-ce que je peux soulever comme piste en lui disant peut-être creuse cette direction, creuse telle autre. Il y a ça que t'as peut-être pas vu, il y a tel ton que tu peux pousser et là tout d'un coup on propose un truc complètement absurde. On avait proposé un scénario avec un programme de dressage de dauphins pour l'armée qui tirait à l'arbalète sur des sous-marins et très premier degré. Je le lis et je me dis mais ce serait génial si c'était une comédie en fait. Après c'est un peu en fonction aussi de l'auteur qu'on va avoir en face et de sa réceptivité à ce qu'on va lui raconter, mais je pense que c'est important d'être humble dans nos retours et après ça leur appartient et ils décident de l'écouter ou non. Je dirais aussi que c'est être conscient quand tu fais un retour de ce que tu détricotes en faisant ce retour. Parce qu'il y a des fois, tu dis change le genre du personnage. Mais en réalité, ça va changer énormément de choses dans l'histoire. Donc là, soit il faut savoir laisser le temps, du coup, de appliquer ce retour-là qui est en fait énorme parce que c'est quasiment une réécriture. Ou t'es sur des détails et dans ce cas-là, on est plus cool. Et du coup, de pas l'ignorer parce que l'auteur, il te regarde en disant mais du coup, il me faut 2 semaines. Et des fois, ça peut paraître anecdotique comme changement et ça l'est pas un métier d'un personnage. Mais en fait, beaucoup d'endroits de l'histoire vont être modifiés par ça. Il faut laisser le temps de le faire. Ça montre qu'on en est déjà conscient. Moi, j'essaie toujours de montrer que je me mets à la place de l'auteur et je dis ok, je sais que c'est pas cool, mais au moins savoir l'ampleur de ce que tu demandes à retravailler. Ouais, je pense que déjà ça apaise un peu les tensions que ça peut créer quand tu reçois des retours. Et la question du planning est essentielle. Si on sait qu'on est short sur la deadline, sur le planning, sur la remise au diffuseur, on va pas lui demander de tout changer, quoi. Après, ça, c'est la cuisine du producteur, mais c'est essentiel. Essayer d'anticiper aussi les retours des autres collaborateurs, donc les diffuseurs. Du coup, de faciliter ensuite le travail quand on va présenter les textes aux diffuseurs, en espérant avoir anticipé tous les problèmes qu'ils auraient pu soulever et qui auraient déjà en fait trouvé des solutions grâce au dialogue et aux réunions avec les auteurs. Ça me permet une transition toute faite pour ma question suivante, ça m'arrange parce que justement, quels sont les retours que les diffuseurs, eux, vous formulent le plus souvent ? On parle de marché quand même depuis le début. Le point commun, c'est quand même la question des audiences. Parce que même sur du service public comme Arte ou comme France Télé, il y a quand même des objectifs d'audience et leur souhait c'est quand même que leurs histoires soient porteuses de sens et portent les valeurs qu'ils défendent. Donc on est quand même vraiment sur des retours très souvent axés en fait sur leur capacité à eux à rencontrer leurs objectifs de marché. Tous les diffuseurs ne sont pas équipés de la même façon en termes de marketing. On parlait tout à l'heure de plus il y a de lecture, mais il y a aussi plus de gens lisent un scénar et plus il y a des retours et qui sont très confus. On n'a pas parlé aussi de cet exercice très difficile dans la direction littéraire de plus il y a de gens qui lisent, plus il y a des retours qui peuvent être dissonants. Et en fait, trouver un consensus, parfois, c'est compliqué. C'est l'auteur qui fait ce travail-là. Et en fait, les diffuseurs, certains en sont conscients ou pas, mais plus il y a de personnes qui lisent chez le diffuseur, plus les retours vont parfois être extrêmement, un jour c'est bleu, un jour c'est rouge, et ça va être la réactivité de la production en face qui va permettre ou pas que le projet passe à travers toutes ces grilles-là. Mais les retours qu'on a sont quand même essentiellement liés à eux, l'angoisse que le projet fonctionne ou non, en fait. Et même eux, en fait, ça les frustre d'avoir adoré développer un truc avec des producteurs, avec des talents, et que ça ne fonctionne pas derrière. Après, il y a des sensibilités différentes. Évidemment qu'on s'adresse pas à des chaînes comme TF1, comme on va s'adresser à des chaînes comme Canal, comme HBO. En plus, avec les nouveaux arrivants, là, l'arrivée de Paramount, d'Apple TV, il y a des choses qui se recoupent et chacun va essayer d'avoir une singularité, mais en même temps de faire un truc qui marche. Ça va se préciser, je pense, dans les années à venir, mais il y a encore beaucoup de mouvements, quoi. Les plateformes, c'est vrai que c'est un cas qui est un petit peu particulier parce qu'ils ont des cibles qui sont très, très mouvantes. Netflix, notamment. Un jour, ils veulent s'adresser à tel public, le lendemain à un autre. Donc, c'est pas toujours facile. Mais je dirais que le point commun des plateformes, c'est l'importance du pilote
et la clarté du concept. Aujourd'hui, on est un peu revenu de ces séries qui étaient un peu doubles en termes de genre, de ton, de registre. Maintenant, ils veulent des séries très claires, des concepts très percutants, quitte après à déconstruire un petit peu dans la suite des épisodes, mais il faut que le concept et que le point de départ soit très accrocheur et très clair pour le spectateur. Que la cible s'identifie tout de suite et aille cliquer sur le programme. Je dirais que ça, c'est les plateformes. Après, les chaînes traditionnelles... c'est encore autre chose. Moi, je dirais de manière générale, pour des projets qu'on présente aux diffuseurs, donc qui sont pas encore sous convention, bon, souvent c'est quand même des refus. Sur tous les projets qu'on peut développer dans une boîte de production, il y en a quand même très peu qui vont voir le jour. Et il y a un retour qui revient souvent, c'est ce qu'on disait en fait plus tôt sur le moteur sériel. Le mot qu'on entend beaucoup, c'est la chronique, qui est du coup le gros mot de l'audiovisuel français. Parce qu'il y a des séries qui sont chroniques à l'étranger qui sont super. Pour moi, c'est une frustration personnelle, mais je pense que c'est une frustration que d'autres personnes partagent aussi dans le secteur. Chronique, c'est-à-dire c'est des tranches de vie de personnages, des choses comme ça Ouais, où il n'y a pas forcément d'énormes rebondissements, il n'y a pas forcément une tension avec une enquête policière ou du thriller. Par exemple, la série irlandaise Normal People, où en fait on suit juste une histoire d'amour, enfin juste, c'est très bien écrit, une histoire d'amour sur pas mal d'années entre une lycéenne et un lycéen, puis après on les suit à la fac. Pour le coup, la série est chronique, il y a des ellipses de temps, mais c'est le genre de projet qu'on pourrait pas, en tout cas pour l'instant, faire vraiment en France. Peut-être que c'est envisageable avec des gros talents, mais c'est vrai que la chronique, j'ai pas forcément entendu là récemment, mais l'année dernière, j'entendais chronique pratiquement toutes les semaines, comme un reproche. Je suis très d'accord, ça ne fait qu'entendre ça comme si on avait dit une énormité chaque fois qu'on le prononce, mais après ça peut bouger, hein, honnêtement. C'est très mouvant tout ça. Je dirais un retour qui est aussi, on l'a déjà fait, et toi tu regardes ton projet, tu dis non. C'est pas. Est-ce qu'on parle bien de la même chose? Et il y a des fois des confusions un peu étranges où tu dois vraiment savoir défendre. Moi, je suis pas tant en contact avec les diffuseurs que ça, c'est beaucoup la productrice avec qui je travaille. Mais en tout cas, quand on en parle, quand on se fait des débriefs, il y a des trucs où c'est oui, ils m'ont dit qu'il avait déjà fait et tout. Je dis mais il parle de cet unitaire-là. Ah, bah, je suis pas trop d'accord, mais des fois, ils font des raccourcis, sûrement à juste titre, hein, mais que je comprends pas toujours à titre personnel. Je pense que le plus difficile pour rebondir sur ce que tu dis, c'est que quand on a des retours où ils nous disent, bah, par exemple, c'est trop sombre, et en fait, mais c'est pas du tout l'histoire qu'on vous a présentée. Et c'est là que c'est frustrant. C'est le symptôme d'un retravail nécessaire, hein, mais c'est qu'on n'a pas réussi à faire passer l'intention et le ton de la série qu'on voulait leur vendre. Et le plus frustrant, c'est quand on a des retours qui témoignent d'une mécompréhension de ce qu'on voulait porter comme projet. En plus, je sais pas vous, mais moi j'ai l'impression qu'on retente pas tant de fois un même projet avec un diffuseur, donc il y a un peu une forme de one-shot qui est compliquée quand on s'est pas fait comprendre. Ah bah, il y a littéralement des diffuseurs, moi, pour avoir bossé chez eux, et en lecture et en interne, Arte, on n'a pas le droit de leur proposer de projet deux fois. Je pense que c'est lié à malheureusement des problématiques économiques qui sont que ils ont peu de cases, donc ils ont peu de projets. Il y a quelques diffuseurs comme ça qui l'interdisent. Pour rester sur le diffuseur, est-ce que vous êtes satisfait du volume et de la nature des projets aujourd'hui que le marché sélectionne? On veut plus de chroniques. Ouais. Sur le volume, c'est plutôt mieux qu'avant. Enfin, je veux dire, il y a de plus en plus d'acteurs, il y a de plus en plus de guichets, donc pour nous, on peut difficilement s'en plaindre. Après, sur ce qui est fait, je pense qu'on a un peu la même vision que les auteurs. C'est des trucs qu'on partage où il y a parfois un manque de prise de risque. Et c'est lié à ce que disait Clio avant sur il y a un besoin de clarté et d'évidence dans la proposition chez les diffuseurs. Là où on aimerait, en tout cas nous, chez Waycourt, proposer des choses qui soient moins identifiées, plus multigenres, plus hybrides. Et du coup plus risqué. Je pense que c'est ça. Les auteurs trouvent que nous on prend pas assez de risques et nous on trouve que les diffuseurs en prennent pas assez. Les diffuseurs peut-être se disent que le spectateur il sait très bien ce qu'il veut et du coup il faut lui apporter ce qu'il veut. Je sais pas, j'ai jamais bossé en chaîne, mais ouais, je pense qu'on aimerait peut-être plus de prise de risque. Peut-être parfois un manque d'audace, notamment sur des sujets un peu politiques qui touchent à l'actualité ou en général... Sur le marché français, ça fait un peu peur. Nous, par exemple, on avait développé un unitaire avec une autrice qui était sur le retour d'enfants qui s'étaient radicalisés, donc qui étaient partis à Daesh. Et donc le retour de ces enfants en France, parce qu'il y a un vrai flou juridique autour de ces enfants-là. Ils peuvent pas être accueillis par leurs grands-parents parce qu'il y a une espèce de suspicion autour de la famille, du coup, qui aurait laissé un adulte, du coup, un des parents, partir se radicaliser. Et du coup, c'était un très beau film
assez lumineux malgré le sujet. Et ça, c'est un film en plus qui a beaucoup plu aux diffuseurs à qui on l'avait envoyé, mais clairement, le sujet était beaucoup trop brûlant, parce qu'on en parlait beaucoup à ce moment-là dans l'actualité, pour qu'ils puissent lancer un développement. C'est vrai qu'il y a des sujets dont tu te dis en amont, et c'est bête parce que je pense parfois on s'auto-censure, mais il y a encore beaucoup de sujets dont on se dit qu'on peut pas. Tu lis un projet, tu dis c'est génial, moi j'arriverai jamais à le vendre en fait, parce qu'il n'y a pas un diffuseur qui a touché ça, alors que ça fait des séries qu'on aime beaucoup à l'étranger. Mais c'est vrai qu'il y a des sujets, je pense notamment à la religion, etc., dont on se dit, en fait, ça n'ira nulle part. La résultante de ça, je trouve, c'est que la fiction française est pas réellement représentative de la société, là où elle peut beaucoup plus l'être, notamment dans les pays anglo-saxons. C'est intéressant de voir l'émergence de nouvelles plateformes qui prennent des sujets un peu plus à bras-le-corps, mais c'est vrai que voilà, on a une fiction qui est un miroir un peu déformant de notre réalité, en fait. Moi, j'ai un truc aussi sur les adaptations. Parce que j'ai l'impression qu'en fait, si on arrive avec une histoire telle qu'elle est, sans qu'elle soit adaptée d'un roman, on nous la refuse parfois. Et que si on se réclame d'un truc qui a déjà marché, là c'est bon, c'est ok, on peut y aller. Et surtout qu'on doit le faire, en gros, on doit adapter de manière assez fidèle. Donc en fait, en gros, si on adapte, c'est surtout pour rajouter des choses à dire en plus qu'un propos qui a déjà été dit. Et c'est assez rébarbatif, et il y a un gros truc là-dessus où c'est toujours hyper sécurisant d'arriver avec un truc en disant oui, mais c'est adapté de... Et en même temps, un peu frustrant. Il faut une IP. Tout le temps. Il faut une IP. En ce moment, il faut une licence. Et il faut une licence. Non, mais ça rejoint ce qu'on disait du coup avant, je pense, sur l'audace et la prise de risque. Mais bon, il y a un marché qui est ultra concurrentiel. Il y a un nombre de séries incalculable qui sort. Donc c'est sûr que faut aussi, nous, faire un travail de se mettre un peu à la place du diffuseur. En fait, il y a un peu un paradoxe même entre cette espèce d'Eldorado qui a été l'arrivée de toutes les plateformes en France. On est 5 ans plus tard, et ça a surtout accru la concurrence entre eux. Où est-ce que le spectateur va aller regarder une série? Pourquoi prendre tel abonnement plutôt que tel autre? Pourquoi aller sur telle chaîne plutôt que telle autre? Pourquoi regarder un truc gratuit alors que je paye quelque chose à côté? Donc même eux, je pense en fait, cette frilosité, elle naît aussi de cette concurrence entre eux. C'est vrai que ça a créé quelque chose d'assez étrange au sein des plateformes. Chaque plateforme se constitue un peu son écurie de talents, de comédiens. Aujourd'hui, sans citer de nom, certaines plateformes ne prendront pas de projet s'il n'y a pas un talent rattaché. Le concept peut être extrêmement embryonnaire, l'histoire les enjeux assez ténus, on peut même être dans la chronique, mais à condition qu'il y ait... Voilà, mais s'il y a un gros nom, un gros comédien... Mais un gros nom en particulier associé à cette plateforme, ou un gros nom d'une manière générale, tu veux dire, quand tu parles d'écurie? De comédiens, c'est vrai que au fil de leur programme, ils vont remettre régulièrement les mêmes personnes en tête d'affiche, et ils vont être identifiés comme la chaîne où on pourra retrouver tel comédien. C'est une tournure assez étrange et assez problématique à mon avis, parce qu'en fait ça les coupe des petits producteurs. Parce que des petits producteurs, eux, n'ont pas forcément accès à des gros talents extrêmement médiatiques, issus du stand-up. Ou du rap, ouais. Ou du rap, voilà. Ça a conduit à une sorte de concentration de la production, de la diffusion, et je crois pas que ce soit pour le mieux. À la différence des chaînes linéaires, les plateformes quand même ont du contenu qui vient d'énormément de pays, et en fait ils se font presque concurrence eux-mêmes entre leurs différents bureaux en Europe, aux États-Unis, etc. Et donc un retour récent qui était un peu frustrant qu'on a eu, c'était notamment donc avec une plateforme, de dire qu'en fait finalement ils s'étaient rendus compte que par exemple les séries plutôt teen drama, donc avec des adolescents, fonctionnaient très bien sur des formats espagnols ou américains, et que du coup ils allaient plus vraiment demander aux producteurs français de proposer des séries avec des adolescents, parce que finalement en fait ils avaient assez de contenu qui venait de l'étranger, de leurs équipes en fait pour le public locales. français notamment. Ouais. On a reçu Fabrice Renaud de Merlin de Media One ici sur le podcast sur l'écologie, dernière émission. Dirlit, il a dit que c'était un métier qui était un peu entre le marteau et l'enclume. Est-ce que c'est un sentiment que vous avez déjà, que vous partagez? Et comment ça se passe dans votre quotidien? Moi j'ai une question, c'est lequel est le marteau et lequel est l'enclume? Et est-ce que le Dirlit c'est la personne avec laquelle on tape sur l'autre? Un trio entre diffuseurs, prod et auteurs. Et c'est vrai qu'on fait la jonction entre les deux. On s'imagine un peu en gardien du temple vis-à-vis de l'un et de l'autre. Et c'est assainir ces relations, préserver le projet et en même temps préserver l'adaptabilité au marché du projet. Mais c'est marteau et enclume, ça sonne un peu négatif, alors qu'en fait c'est un truc hyper positif. Alors forcément quand ça va pas c'est compliqué, mais c'est hyper agréable d'être le porte-parole à la fois de ton auteur quand le projet avance et du diffuseur.
parce que en fait les retours diffuseurs ils sont généralement intéressants. Tu trouves le bon diffuseur qui va matcher avec le bon projet, donc en fait tout le monde a envie de faire la même chose. Je le transformerais, alors je sais pas comment, mais en quelque chose de beaucoup plus positif. C'est assez agréable cette position. Le métier de directeur littéraire, c'est un éternel tiraillement entre le diffuseur et l'auteur, mais par extension le producteur lui aussi, il va être tiraillé par plein d'entités, il va être écartelé, donc évidemment le financeur, le diffuseur et les auteurs, mais aussi les auteurs et les réalisateurs, même certains chefs de poste. C'est vrai que le métier de producteur, quand on travaille dans une structure de production, c'est être au four et moulin. Savoir écouter tout le monde et trouver des compromis. Et ça, le métier de directeur littéraire, le fait aussi, quoi. Là, c'est un peu le moment carte blanche. Est-ce que l'un de vous aurait une question à poser aux autres sur la façon de bosser en tant que dirlit? Moi, j'ai une question pour toi, Clarence. Parce que du coup, tu disais que tu travailles sur beaucoup de coproductions. Donc, est-ce que ta veille, par exemple, d'auteur ou même de projet ne dépend pas que des auteurs français ou des projets ou par exemple des livres français, mais t'élargis aussi? Ouais, on a une veille qui est plus élargie. Alors c'est compliqué parce que du coup en fait c'est infini. Ouais. En même temps, nos copros, on essaie de faire en sorte qu'elles aient un lien avec la France. Donc on va pas lire n'importe quoi, des choses complètement éloignées. Et la veille au niveau des auteurs, c'est compliqué parce qu'en fait, il y a des super auteurs anglo-saxons, mais ils sont pas forcément amenés à travailler sur des choses françaises. Les copros qu'on a, elles sont vachement liées à des choses qu'on reçoit aussi, en fait. C'est des liens avec des boîtes de prod étrangères. On travaille pas mal avec des boîtes israéliennes. Donc ça influe pas forcément la veille, mais plus les projets qu'on reçoit et sur lesquels on va travailler. Mais c'est vrai que si tout à coup on devait se mettre à... Oui, ça serait infini. Ouais, ça serait infini. Moi j'ai une question. Est-ce que vous voulez rester directeur et directrice littéraire? Puisque j'ai l'impression qu'on dit toujours soit qu'on veut être producteur après, soit être scénariste, et qu'on serait d'éternels insatisfaits ou à un poste finalement qui ne serait qu'une transition. Je suis curieuse de savoir. Personnellement, j'aimerais être productrice. J'ai pas de velléité d'écriture particulière, donc moi, c'est vraiment le métier de producteur qui m'intéresse. Moi aussi, comme Clio, j'aimerais être productrice, mais j'avoue que la question de l'écriture, j'ai pas résolu cette question en fait, parce que à la base, je m'intéressais au scénario pour écrire, et puis après, en fait, c'est vrai que comme c'est très compliqué au départ pour se lancer, c'est très précaire. Je me suis dit que c'était pas forcément la voie que j'avais envie de prendre de suite. Aujourd'hui, j'adore ce que je fais en tant que directrice littéraire. J'ai des envies d'écriture par la suite, mais c'est vrai que c'est difficile parce qu'en fait, quand on travaille dans une boîte de production, on fait tellement de veille, on lit tellement de projets que moi, personnellement, j'ai même pas de place, de temps, de cerveau disponible, en fait. Ceux qui arrivent à avoir une activité de scénariste et en même temps faire de la direction littéraire ou en tout cas travailler en production, je trouve ça très admirable. Après, tu peux faire un peu les deux. T'as les prods qui sont créateurs de projets ou... c'est pas simplement trouver un bouquin ou un machin, mais c'est vraiment, t'as une idée de base. Nous, la série No Man's Land qu'on fait, elle est co-créée par nos coproducteurs, Maria Feldman et Tan Mansouri, et qui, eux, sont vraiment créateurs de concepts. Tu vas pas forcément écrire vraiment un scénario, mais tu crées des concepts et tu les développes vraiment main dans la main avec les auteurs, ce qui te permet, j'imagine, d'avoir les mains un peu plus dans le cambouis artistique, ce qui peut être cool. Et un autre débouché, c'est d'aller en chaîne aussi. Louise Gigon, pour qui je travaillais avant chez Oecourt, maintenant elle est chez Canal+. Ok, je pensais que c'était l'inverse, surtout moi qu'on partait de la chaîne pour finir en prod. Les deux se font, de toute façon c'est assez pour eux. Ce qui est intéressant en tant que prod, c'est que tu suis le projet depuis le premier jour, mais du coup ça a les difficultés, et on en parlait avant, c'est l'inertie et la lenteur. C'est des projets sur lesquels tu peux travailler pendant des années et des années et des années avant que ça se fasse. Là où en chaîne, ça va quand même beaucoup plus vite. Donc ce qui est assez cool, c'est que t'as des tournages très rapidement, que les projets sur lesquels tu taffes, ils se concrétisent vite. Donc je pense que c'est hyper agréable, enfin j'imagine. Moi, à titre perso, j'en sais rien, j'avoue que je me projette pas trop. T'essaies déjà de finir la semaine. Exactement, j'essaie de finir la semaine. Mais puis comme tu le disais tout à l'heure, tu parlais de lien. Moi, je trouve que c'est quand même très confortable comme position, parce qu'on a à la fois ce plaisir du travail avec les scénaristes, avec les réals, avec les talents, et à la fois en même temps ce côté où on va porter un projet et le défendre, et on a un peu... pour citer Adam Montana, le meilleur des deux mondes. Donc, moi, je trouve ça très confortable comme position. Le passage côté chaîne est vraiment très intéressant quand on a, je pense, d'abord une longue expérience côté prod,
parce que on a cette mécanique de savoir aussi quel travail a été fait en fait pour accompagner un projet depuis le jour 1. Et en même temps, c'est une position beaucoup plus, je pense, confortable après avoir été en prod, parce qu'on est que dans... Alors on dit aussi non à des projets quand on est en direct, on fait aussi des refus, mais en chaîne, effectivement, on est dans la partie où les choses se font, où on donne le feu vert, où on va choisir ce qui va exister, choisir aussi à qui on va donner la parole, qu'est-ce qu'on va porter comme vision, comme propos. Donc c'est très jouissif aussi. Moi, j'ai un peu la prétention aujourd'hui, mais ça va peut-être bouger, de faire les deux, parce que je suis scénariste à l'origine et que je me verrais pas ne plus le faire du tout. Mais je pourrais envisager de faire que de la direction littéraire en fait, là. Parce qu'on dit jamais à un producteur qu'est-ce que tu veux faire après, quoi. Il est au-dessus, quoi. C'est Dieu. C'est un beau métier. Il faut être satisfait aussi. À un moment, arriver à être dans l'instant présent de ce qu'on fait et pas être tout le temps en train de dire je voudrais. Moi, j'ai une question au sujet du cinéma. Parce qu'on est beaucoup de professionnels de l'industrie de la télé qui, en fait, à la base, voulions faire du cinéma. Voilà, on est beaucoup à être branchés cinéma d'auteur, etc. Et est-ce qu'il n'y a pas ce manque aujourd'hui dans vos journées, dans votre quotidien de récit plus chronique et moins format. Ouais, est-ce que je me réorienterais pas vers un cinéma un peu plus laboratoire, moins balisé, moins formaté Moi, je ressens pas forcément ce manque. Après, c'est lié à la structure dans laquelle je bosse qui me permet en fait aussi, si j'ai envie, de travailler dans le cinéma. Il se trouve que là, ces dernières années, j'ai pas eu le temps parce qu'on a eu 3 séries qui se sont tournées là très récemment. Mais c'est tout à fait une possibilité. Et je pense qu'il y a un truc qui est cool depuis un petit moment quand même, c'est que la frontière entre ciné et télé devient de plus en plus poreuse, que ce soit au niveau des talents qui bossent, des gens qui sont en cinéma, qui ont envie de tester la télé et vice-versa, et même dans ce qu'on raconte, dans les sujets qu'on aborde, et la télé qui se rapproche de plus en plus du cinéma. Donc j'ai pas tellement cette frustration. J'ai la chance chez Wecourt de faire le style de série que j'aime. Non, cinéma, non, pas de frustration. Je dirais que c'est encore un peu l'endroit où justement je débranche un peu. Mon travail, c'est la série et le cinéma, c'est un loisir, on va dire. Mais je suis quand même un peu grave avec ça parce que je suis fan d'Almodovar, par exemple. Et il y avait une série à Sérimania qui était produite par les frères Almodovar. Et j'étais là, enfin, ils ont fait une série. Alors que bon... Et de plus en plus de ponts. Ouais. Bah oui, Julia Ducournau, elle vient de signer avec 884 sa prochaine série. Donc on a aussi cette porosité vraiment montante. Et je pense qu'en fait, les talents, de plus en plus, se disent que la série, c'est juste un format différent. Alors bon, il y a des méthodes et c'est une industrie quand même très différente. Et je pense que c'est hyper important du coup, à notre niveau, de savoir faire des bonnes équipes là-dessus. Pour que des talents qu'on trouve géniaux sur 2 heures de film soient aussi super quand ils doivent tenir un format de 6 heures. C'est vrai qu'il y a beaucoup de talents qui veulent passer du ciné à la télé et puis ensuite qui, confrontés à la réalité de l'écriture d'une série, partent en cours. Il y a des talents qui pensent vouloir passer à la télé et puis qui en fait... les mariages peuvent être hyper compliqués. J'ai pas forcément de frustration par rapport aux projets sur lesquels je travaille parce que j'étais déjà plus branchée série que ciné. Et c'est vrai que, comme tu disais, en fait, le cinéma, ça reste encore plus ou moins différent de ce que je fais au quotidien. Donc, c'est un peu un sas de décompression. Après, c'est vrai que là, en ce moment, dans notre line-up, par exemple, on avait des projets de films qui, en fait, par leur sujet, ne s'adressent pas du tout au marché de la télé. Et du coup, on s'est posé la question, justement, d'aller au cinéma. Et à la base, la société pour laquelle je travaille a vraiment une activité télé et pas cinéma. On a un peu mis ces projets en stand-by parce qu'en fait, finalement, après les confinements, etc., c'est pas forcément le bon moment encore en 2023 de se lancer dans une activité ciné. Parce qu'en fait, les producteurs vraiment de ciné, on le voit ces dernières années, commencent à avoir, pour le coup, eux, une activité télé parce qu'il y a une demande extrêmement forte. C'est pas du tout évident. C'est quoi votre dernier coup de cœur en termes de série et éventuellement une série même dont vous auriez aimé être Dirlit? J'ai eu un énorme coup de cœur pour une série produite par Sky HBO, je pense, si j'ai pas de bêtises, qui est The Baby. Qui est une série de genre sur une femme qui ne voulait pas d'enfant et qui se retrouve coincée avec un bébé diabolique qui fait mourir tout le monde autour d'elle. Donc voilà, c'est assez loin en plus de, de ce que je regarde d'habitude, mais là j'ai eu un énorme coup de cœur et vraiment pour l'écriture du projet. Et de plus en plus, je suis assez admirative. Il y a d'autres séries qui ont fait ça récemment, enfin ça existe depuis longtemps, mais je pense à Last of Us, qui font des bottle épisodes. C'est-à-dire qu'il y a un épisode entier qui est sur la backstory de personnages qu'on ne verra plus jamais ensuite. Et qui est vraiment hyper jouissif parce qu'en fait, il y a tellement de séries qui sont sorties, il y a tellement de codes qui sont établis que c'est vraiment un plaisir que d'être complètement surpris, d'être cueilli par des codes d'écriture qui sont complètement changés. Les autres, ça rejoint la question de la porosité esternonotée de Marco Bellocchio,
qui est sorti sur Arte là récemment, qui lui pour le coup est un cinéaste et qui a fait cette série sur l'enlèvement d'Aldo Moro en Italie. Et ensuite une série sur laquelle j'aurais aimé être Dirlit. J'aurais bien aimé travailler sur Lost, juste pour voir un peu les coulisses. J'aimerais bien savoir s'ils savaient où ils allaient ou si vraiment ils savaient pas. J'aurais bien aimé savoir. Est-ce qu'il y a un Dirlit ? Et s'ils savaient pas, Quelles étaient les pistes ? J'aurais bien aimé être là pendant les discussions, quoi. Là, les tours de table. Bon, les mecs, on va où ? Mais en vrai, j'en sais rien. Je pense qu'ils savaient pas, mais je sais pas. Tu serais harcelé par tous les gens qui te Ouais, je diraient pense que ça, qu'est-ce que vous avez foutu ? Moi, en tant que Dirlit, j'aurais bien aimé travailler sur Hippocrate, sur la saison 2 particulièrement. Je la trouve brillante. Et série appréciée. Alors, il y en a une qui est pas si récente, mais qui est importante et peut-être pas assez vue à mes yeux, mais je peux me tromper, c'est Dopsic sur Disney+, qui est une série qui reparle de la crise des opiacés aux États-Unis et qui en parle très bien avec un casting brillant et c'est un sujet qui me tient à cœur. Et The Offer sur la création du Parrain dernièrement sur Paramount. Ouais. La dernière série que j'ai vraiment appréciée, c'est une série sur Netflix qui s'appelle The Diplomat, avec Kerry Russell dans le rôle principal, qui était du coup une des actrices principales de la série d'espionnage The Americans. J'ai beaucoup aimé la série parce que je trouve que la créatrice Deborah Kahn, qui travaillait d'ailleurs sur la série à la Maison Blanche, a réussi avec The Diplomat à s'inscrire dans la lignée de ces séries-là comme à la Maison Blanche, mais en même temps renouveler le genre avec une nouvelle fonction qu'on n'a pas forcément beaucoup vue dans les séries de diplomates, tout en ayant une héroïne féminine assez moderne qui est prise en étau en fait avec sa fonction, et son mari qui est aussi diplomate et qui doit rester en fait à ce moment-là, quand elle prend un nouveau poste à Londres, qui doit rester simplement son mari et donc ne pas faire son rôle de diplomate, et il a un peu du mal. Il est très marrant d'ailleurs. Et après, une série sur laquelle j'aurais bien aimé travailler, il y en a plein, mais je pense que toutes les séries écrites par Phoebe Waller-Bridge, que Même Run. Si ça me permet de travailler avec elle, j'accepte. Surtout Killing Eve, parce que Fleabag, ça aurait été plus compliqué. Je pense que c'est quand même une histoire qui est un peu personnelle. Killing Eve, notamment les 2 premières saisons, parce qu'après c'est un peu plus décevant. Je pense que ça aurait été très très intéressant. Moi, une série que j'adore en tant que spectatrice, c'est True Detective, mais j'aimerais pas travailler dessus parce que la saison 1 est tellement bien que tout le monde les attend au tournant sur les saisons d'après. Et une série sur laquelle j'aurais aimé bosser, c'est l'une des séries que va sortir Arte bientôt, qui était au Festival de Série Mania et qui s'appelle Polar Park. Un polar assez âpre qui se passe dans la neige, mais qui est très très drôle, un peu dans l'humour des frères Cohen. J'aimerais bien travailler sur ce genre de polar un peu dépoussiéré. Voilà. Si vous aviez un message à faire passer aux scénaristes après toute cette discussion, ce serait quoi ? Il y avait Alice qui parlait de persévérance tout à l'heure. Je pense que c'est un bon mot. Enfin, persévérer, accrochez-vous et continuez de proposer vos projets, d'y croire, d'avoir des visions. Voilà. Nourrissez-vous de vos rencontres. Imprégnez-vous de ce qu'ils vous disent, que ce soit des producteurs, des diffuseurs ou même d'autres auteurs. Paradoxalement, le métier de scénariste, c'est pas un métier où on reste tout seul dans son bureau. Il faut sortir, il faut aller à la rencontre de l'autre, et ça c'est très important. Explorer, en tout cas ne pas avoir peur d'explorer des genres différents, des mécaniques différentes, surtout quand on commence, pour peut-être déjà se tester, quel genre nous plaît le plus, de pas se censurer en tout cas. Moi je dirais de venir nous voir et nous envoyer des choses. Toutes les boîtes de prod, on est constamment en recherche à la fois de nouvelles rencontres et de nouveaux projets. Donc, je dis ça parce que j'ai autour de moi des gens qui veulent se lancer, etc. et qui n'osent pas forcément déjà commencer à écrire, mais même une fois qu'ils ont écrit, faire lire. Moi, je dirais simplement ça, venir nous voir, pas hésiter. Je dirais surtout pour les jeunes scénaristes, pas de syndrome de l'imposteur. Il faut se lancer et il faut pas avoir peur d'aller défendre une idée, d'aller rencontrer les gens. C'est comme ça que ça vient en fait. Il faut vraiment pas se mettre de frein. Merci à tous pour vos réponses. Merci. Les directeurs littéraires et le scénario, c'est terminé. Merci encore à Mélissa, Clio, Camille, Clarence et Alice pour leur participation. Merci à la Bibliothèque du cinéma François Truffaut pour l'accueil de l'enregistrement. Et bien sûr, merci à vous pour votre écoute. Abonnez-vous au podcast pour ne manquer aucun épisode. Partagez-le autour de vous s'il vous a plu. Et pour le soutenir, je vous invite à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify s'il vous plaît. Et le scénario est une émission proposée et montée par moi-même qui vous donne rendez-vous dans 4 semaines pour le prochain numéro. D'ici là, n'oublions pas, le scénario n'est pas une œuvre d'art, mais une invitation à collaborer sur une œuvre d'art. Paul Schrader, à bientôt.